Bienvenue sur Africa 24, au sommaire de ce QG News au Sénégal. Alors que le milieu universitaire porte toujours le deuil du jeune élève décédé lors des récentes manifestations étudiantes, les assises de l'éducation et de la formation vont se tenir du 28 au 30 août. L'occasion pour les participants de repenser le système éducatif du pays. Le nouveau représentant de l'ONU pour la région des Grands Lacs, Saïd Djinnit, est actuellement en tournée dans la région des Grands Lacs. Une visite aux enjeux politiques et économiques. Et l'industrie automobile, véritable ressource de devises pour le Maroc, le secteur en pleine mutation a permis au Royaume en 2013 d'engranger 1 milliard de dirhams de chiffre d'affaires. 3 décennies après les États généraux de l'éducation et de la formation, le Sénégal renoue avec l'exercice. Les assises de l'éducation et de la formation vont se tenir du 28 au 30 août prochain. Des concertations qui s'inscrivent dans un contexte particulier au lendemain de manifestations universitaires qui ont coûté la vie à un étudiant. Florentia Saint-Paul. Le Sénégal se prépare à organiser les prochaines assises de l'éducation et de la formation du 28 au 30 août 2014 à Dakar au Sénégal. Un événement majeur qui intervient 30 ans après les États généraux de l'éducation sénégalaise. Selon les organisateurs, cet événement s'inscrit dans l'objectif de doter le pays d'un système éducatif optimal. Pourtant, avec la disparition de l'étudiant sénégalais Bassirou Faye lors d'une manifestation à l'université Cheikh Anta Diop à Dakar, le contexte sociopolitique semble ne plus se prêter aux réformes éducatives dans le pays. Pour le moment, il y a quand même vraiment un travail qui a été fait par les professeurs, les membres de cette commission nationale. Et maintenant, il va y avoir les assises, quand même dirigées par le professeur Sall, qui a été recteur de l'université Cheikh Anta Diop, avec beaucoup de professeurs, beaucoup de membres du corps professoral appartenant aux syndicats et au milieu académique. Donc, c'est vrai, ça tombe vraiment mal dans le contexte actuel. Mais de mon point de vue, je pense quand même qu'il y a beaucoup d'espoir par rapport quand même à la qualité des personnes ressources sollicitées dans le cadre de ce travail. Les assises de l'éducation et de la formation entendent permettre à la communauté éducative sénégalaise, dans sa diversité, de répondre aux besoins du système de l'éducation supérieure au Sénégal. L'ambition globale étant d'atteindre l'émergence grâce à la formation des élites. Le problème de l'université, c'est vraiment un malentendu sur ce qu'on comprend, ce qu'on entend ou ce qu'on voit comme vraiment université de façon globale. Et si cette compréhension, cette vision de l'université n'est pas très largement partagée, et c'est très très difficile bien sûr de former de façon correcte et également sur la base des normes académiques ce qu'on appelle les élites, les futures élites au Sénégal. Le nouveau plan éducatif ouvert à la modernité devra voir le jour d'ici fin août au Sénégal. Dans le reste de l'actualité, le 4e sommet de la Commission de l'océan Indien se tiendra le 23 août à Moroni, aux Comores, en présence des responsables de la sous-région, mais aussi de ceux des pays partenaires. Le thème retenu cette année, l'Indiano-Océanie, a un avenir à bâtir ensemble. Objectif affiché par les pays participants, impulser une véritable coopération régionale. Le nouveau représentant de l'ONU pour la région des Grands Lacs, Saïd Djinnit, a entamé une tournée ce mercredi dans une partie de l'Afrique centrale et ce jusqu'au 15 septembre. À la rencontre des autorités des pays de la sous-région, il devrait aborder les questions politiques, sécuritaires et économiques des pays de la région des Grands Lacs. Aminata Diak. Le nouveau représentant de l'ONU pour la région des Grands Lacs, Saïd Djinnit, a entamé ce mercredi une tournée dans cette partie de l'Afrique centrale. Objectif, se mettre en contact avec les différentes autorités et aller à la rencontre des partenaires. Une visite qui revêt des enjeux politiques et économiques. Les enjeux sont multiples, mais ils peuvent être catégorisés en 2 grands moments importants. C'est d'abord la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs. Il faut savoir que c'est une région qui a traversé de longues décennies de crise et d'instabilité politique et militaire. Et donc l'enjeu le plus important, c'est de consolider déjà tout ce qui a été relativement fait par les Nations Unies et la communauté internationale pour sécuriser la région des Grands Lacs. Ensuite, voir l'aspect économique parce qu'il sera question justement pour l'ONU de non seulement renforcer la consolidation nationale en termes de paix et de sécurité, mais également trouver des moyens pour résorber les crises
La tournée vise également à encourager les processus de démocratisation qui sont en cours dans la plupart des pays de la région. À chaque fois qu'on connaît une période de transition au sommet de l'État, il y a toujours des velléités qui peuvent conduire à la déstabilisation, soit à saper les règles des démocraties qui sont généralement naissantes. Donc l'enjeu aussi de sa tournée sur le plan politique, c'est par rapport à ces échéances électorales. Il est important de sensibiliser les acteurs politiques nationaux sur la transparence dans le processus électoral, mais également sensibiliser ces différents acteurs de pouvoir comprendre et d'accepter le verdict des élections. Le programme final de la visite du nouveau représentant de l'ONU n'est pas encore clairement arrêté. Selon son porte-parole, il devrait se rendre du 25 au 26 août à Addis Abeba en Éthiopie et du 28 au 29 août à Kinshasa en République démocratique du Congo. Un pays qui se prépare à organiser la prochaine élection présidentielle avant fin 2016. La cérémonie de réinhumation de la dépouille du journaliste et activiste Nathaniel Nakassa aura lieu au mois de septembre à Durban en présence du président sud-africain Jacob Zuma. Son corps a été rapatrié des États-Unis où il était exilé. Militant de la lutte anti-apartheid, il avait été contraint de quitter son pays, l'Afrique du Sud, il y a 50 ans. Rappelons que les conditions de sa mort, une chute d'un immeuble, n'ont toujours pas été élucidées. Après l'entrée en production de l'usine Renault de Tanger en 2012, les chiffres d'affaires du secteur automobile sont en hausse au Maroc, industrie en mutation et véritable manne financière pour le royaume chérifien. Aujourd'hui, la part de l'automobile dans le PIB du pays a doublé. Aminata Diak. Au Maroc, l'industrie automobile est en pleine croissance. Elle supplante ainsi le secteur minier avec l'exploitation du phosphate, longtemps première source de devises du pays. Une progression qui s'explique par la métamorphose que connaît la filière ces dernières années. Aujourd'hui, que l'automobile soit la première locomotive, ce n'est pas étonnant du tout. D'abord, c'est un métier nouveau, un métier porteur et un métier des produits de ce secteur très demandés au fait dans le monde. Je pense pour ça, on s'y attendait parce que si on suit dès le départ, dès le lancement de l'usine Renault Tanger, mais c'est pas seulement que cette usine, parce qu'il y a tout le microcosme, l'environnement automobile qui s'est développé autour. Donc forcément, ça a entraîné toute une économie que le Maroc n'avait pas, qui se construit actuellement. Donc forcément, c'est beaucoup de devises en retour pour le Maroc. En 2013, les exportations automobiles ont augmenté de 24%, ce qui représente plus de 31 milliards de dirhams de chiffre d'affaires, un chiffre record pour le secteur. Cependant, des résultats mitigés sont enregistrés sur le marché intérieur. Pour le moment, c'est un marché, c'est une industrie qui n'équipe pas le Maroc, quoi. Tout est presque exporté, je disais, mais le jour aussi la demande va être adressée carrément, émanée du Maroc. C'est un marché aussi à équiper parce qu'aujourd'hui, le marché marocain de l'automobile est très très faible. Vous savez qu'on est encore à des primo-acquéreurs. On n'est pas dans le renouvellement, on n'est pas dans la montée de gamme. Donc, on est vraiment dans l'acquisition de l'automobile, de sa première automobile. Donc, pour un marché de 32 millions, c'est peu. Selon les prévisions des experts, le Maroc devrait se hisser d'ici 2017 au 19e rang mondial des assembleurs de voitures, au même titre que la Turquie, la Roumanie, le Brésil ou le Mexique et l'Argentine. À l'échelle continentale, le pays pourrait devenir un sérieux concurrent de l'Afrique du Sud, premier constructeur automobile africain. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. L'info continue.